Les États en Europe occidentale au XIVe et XVe siècle. L'État est souvent critiqué à notre époque. Il est même très critiqué. Est-ce que c'est un sort normal pour ce type d'institution? On va réfléchir non pas à la pertinence des critiques qui peuvent être faites à l'heure actuelle et qui, depuis plusieurs siècles, ont été faites par rapport à l'État, mais on va réfléchir aux origines de l'État moderne. Je dis bien de l'État moderne, parce qu'il y a eu effectivement des États dans l'Antiquité, à n'en pas douter, mais qui avaient une forme qui était assez différente de celle que les États ont prise à l'heure actuelle. Donc, je vais essayer de remonter dans le temps, et plutôt que, comme c'est souvent inscrit dans les programmes, considérer que la monarchie absolutiste est le point de départ de l'État actuel, je crois qu'il faut remonter un peu plus haut, ou plus exactement remonter aux origines de la monarchie absolutiste. Or, cette monarchie absolutiste, elle ne naît pas au XVIe siècle, comme ça apparaît souvent dans les manuels d'enseignement secondaire, mais en fait, elle remonte 2 siècles, voire 3 siècles plus tôt, au XIIIe et au XIVe siècle. D'où le sujet d'aujourd'hui, donc les États à la fin du Moyen-Âge, en prenant le cas, bien sûr, de l'Europe occidentale, qui ne nous concerne plus directement et qui concerne une zone géographique déterminée, bien sûr. Donc ça, c'est la raison de la leçon que je fais aujourd'hui. Ensuite, il s'agit de définir ce que c'est qu'un État. Alors là, je me suis amusé, ce matin encore, à regarder plusieurs encyclopédies et dictionnaires, pour voir ce qu'on en disait. Or, les définitions qui en sont données me semblent souvent fallacieuses, c'est-à-dire qu'elles prennent un parti idéologique qui n'est peut-être pas celui que moi je vais prendre ici. Il est indiqué que l'État est un territoire ou une communauté sur lesquels repose un certain nombre d'institutions. L'idée même que ce soit un pays ou un groupe d'individus qui soit mis en évidence, quelle que soit la suite de la définition, me semble pas pertinent. En fait, l'État, c'est un organisme, c'est un ensemble d'institutions, c'est pas un pays. Quand on dit l'État belge, l'État français ou l'État américain, beaucoup de gens ont en tête l'idée d'un territoire, d'un pays. Or, ce n'est pas ça, l'État. Ce n'est pas un territoire. L'État n'est pas non plus synonyme d'une communauté d'hommes. L'ensemble des Belges ne forme pas l'État belge. L'ensemble des Français ne constitue pas l'État français. Et ceci indépendamment des formes que chacun des États peut revêtir. Non. L'État, c'est un ensemble d'institutions qui se sont progressivement mises en place pour assurer la domination d'un groupe d'individus, voire d'une famille, sur une communauté d'hommes, justement, afin que cet individu, cette famille, cette classe en tire profit, en tire des revenus, et puisse exercer leur domination sur cette masse d'hommes. Masse d'hommes qui vont faire que grandir au cours des siècles. L'État est lié à la violence. Regardez l'histoire de l'humanité depuis que l'on possède l'écriture, on voit que les États se sont formés par la conquête, aussi par des mariages, mais ces mariages
avait comme objectif d'augmenter des territoires pour avoir des richesses. Et donc, quand dans des dictionnaires, dans des encyclopédies, on voit que l'État rend des services, ça peut être une légitimation, mais qui est relativement récente, de cette domination sur les peuples. Donc, la notion d'État est liée à la notion de domination, d'institutions contraignantes auxquelles il faut obéir. Donc, la notion d'obéissance est très clairement à établir dans ce cas-là. D'ailleurs, vous le savez bien, la notion d'État est liée à la notion d'autorité, une autorité qui est supérieure à nous. Pensez, je dirais pour le commun des mortels, l'État est lié à la police, c'est lié aux impôts, c'est pas lié à la liberté. Même si l'État justifie son existence par le fait qu'il garantit des libertés publiques qui ont été définies par la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Donc l'État est né bien avant ces libertés publiques, bien avant la liberté d'expression, la liberté de pensée, la liberté d'enseignement, la liberté de culte, etc. Tout cela, ce sont des conquêtes relativement récentes. Donc la notion d'État est liée à la contrainte, est liée à la force, est liée au pouvoir. Voilà. Maintenant, il s'agit de définir territorialement le champ d'enquête qui va être l'objet de mon exposé aujourd'hui. J'ai pris l'Europe occidentale. Ce n'est pas par hasard que j'ai pris l'occidental, parce que c'est là que l'État moderne, je dis bien, va naître, et c'est à partir de l'Europe occidentale qu'un certain nombre d'institutions qui ont pu exister dans d'autres civilisations, dans d'autres sociétés de par le monde, vont se fixer, et à partir de là, surtout à partir de l'époque coloniale, vont se répandre à travers le monde. Quand on pense à un État africain, à l'heure actuelle, vous pensez bien que ces États africains ont importé dans leur pays des notions occidentales qui montent à la colonisation. Et quand je dis importer, c'est encore un euphémisme. On leur a imposé, je dirais, ces institutions au moment de la décolonisation. Prenez le cas du Congo belge qui nous concerne plus particulièrement. La force publique a été constituée par les Belges et elle était censée être pérenne après leur départ. Je pourrais multiplier les exemples. Vous savez également que la notion de frontière est liée à la notion d'État, bien entendu, parce que les États exercent leur autorité sur un territoire bien défini. Eh bien, ces frontières ont été fixées par la colonisation en Afrique. Ça paraît quand même assez évident. Bon. Donc, je vais maintenant commencer mon cours proprement dit, après avoir montré l'intérêt d'étudier le sujet, après avoir ensuite défini ce que l'on entend par État dans les encyclopédies et dans les dictionnaires, et à contrario, par la définition que moi je suis en fait un vecteur, un véhicule de ce que beaucoup de gens pensent, et de ce que vous trouvez dans beaucoup de livres, c'est que l'État est lié à la contrainte et n'est pas lié au service qu'il rend. Enfin, sur le plan territorial, je vous ai dit pourquoi j'étudie en particulier le cas de l'Europe occidentale à la fin du Moyen-Âge, parce que c'est un exemple qui a valeur presque universelle, puisque c'est à partir de cette notion-là d'État que le monde actuel s'est organisé. Voilà. Donc, grand 1, introduction, c'est ce qu'on vient de faire. Grand 2, maintenant, on va traiter le sujet lui-même, c'est-à-dire les États.
Alors, grand A. Au début du XIVe siècle, deux pouvoirs de nature universaliste connaissent la faillite. Il s'agit d'une part de la papauté et il s'agit d'autre part de la notion d'empire. Ou même si tu as des difficultés vu la vue, tu peux te mettre là-bas, ce serait peut-être mieux, je crois. Donc mets-toi à la dernière place, la dernière. Comme ça, tu auras un champ de vision qui me semble plus adapté. Ce sera plus derrière la caméra. Voilà. Donc, tout d'abord, échec. Échec des États, oui, des pouvoirs à vocation universaliste. Petit 1, la papauté. Alors, il faut savoir que et alors là, je vous demande de regarder le tableau chronologique qui exceptionnellement se trouve à droite. Vous voyez qu'en 1302, le pape Boniface VIII va promulguer une bulle, la bulle Unam Sanctam, que j'écris ici au tableau, de gauche cette fois, Unam Sanctam. Il faut savoir en fait que les encycliques et les bulles pontificales portent toujours le nom des deux premiers mots qui apparaissent dans l'encyclique. Il ne s'agit donc pas d'un titre au sens classique du terme, et c'est comme ça qu'ici vous avez un accusatif, c'est-à-dire un complément d'objet direct, qui apparaît, alors que ça paraît peut-être un petit peu bizarre. Normalement, il faudrait le nominatif, le sujet, quoi. Ça va? Eh bien, qu'est-ce que Boniface VIII explique dans ce document? Eh bien, il explique en fait que le pouvoir du pape est supérieur au pouvoir de tous les rois et de l'empereur, et par conséquent, donc, le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir temporel. Il résonne encore dans le cadre du modèle féodal dans lequel il existe une pyramide, une cascade de pouvoirs qui vont d'un suzerain suprême jusqu'aux vavasseurs, c'est-à-dire les vassaux qui se trouvent tout en bas de la pyramide. Donc il considère, lui, comme pape, et nous l'avons vu dans une leçon antérieure, je crois qu'il y a un peu plus d'un mois et demi, qu'il est au-dessus, en tant que pape, au-dessus des rois et d'empereurs, qu'en dessous des rois et des empereurs, il y a des princes, il y a des ducs, il y a des comtes, tout ce que vous voulez, et que toute la société européenne, et pas seulement l'une de ces sociétés, que toute la société européenne est en fait sous son autorité. Alors cette théorie connaît un échec. Elle connaît un échec très tôt au début du XIVe siècle, lorsque Philippe le Bel, Philippe IV le Bel, conteste complètement cette théorie et va même jusqu'à offusquer et même humilier le pape Boniface VIII. C'est le fameux attentat d'Agnani dont j'ai pu vous parler il y a un mois et demi. Vous vous en souvenez peut-être. Alors il n'y a pas seulement qu'une opposition, je dirais, entre le pape et les souverains qui se manifestent, mais il y a aussi les intellectuels. Et nous avons eu un cours ensemble sur les universités au Moyen-Âge, et nous avons étudié un certain nombre
nous avons vu qu'un certain nombre d'intellectuels avaient des idées déjà très avancées par rapport à leur temps. Et là, il y a deux personnages. Le premier s'appelle Marcille de Padoue, on voit bien, Marcille de Padoue, en 1324, et d'autre part, Guillaume d'Occam, ça vous vous en souvenez, hein, c'est le fameux personnage qui est joué pratiquement par Sean Connery dans Le Nom de la Rose, hein, Guillaume de la Serville, en 1340, qui conteste absolument cette vision papale selon laquelle le souverain pontife, donc, serait au sommet de cette pyramide des pouvoirs en Europe occidentale. Alors, ça c'est pour la papauté. Maintenant, en ce qui concerne l'Empire, autre pouvoir à visée universaliste. Je vous rappelle que dans l'Antiquité, l'empereur romain était un homme tout-puissant. Il était à la tête de tout le monde connu de l'époque, pratiquement. Hein, il y avait bien les parcs, on savait bien qu'il y avait des Chinois, des Indiens, mais pour le reste, hein, il se considérait comme l'homme le plus puissant de la Terre, auquel tout le monde devait obéir. Hein, je vous rappelle que l'Empire romain, hein, à la fin du IVe siècle, correspond à un territoire immense, qui couvre une bonne partie de l'Europe, qui couvre également le nord de l'Afrique ainsi que le Proche-Orient. Nous l'avons vu en première année, l'année dernière. L'Empire romain disparaît officiellement en 476. Il renaît en 800 lorsque Charlemagne se fait couronner empereur à Rome par le pape. Il disparaît à nouveau. Il renaît avec Othon Ier en 962, et cet empire va tenir jusqu'en 1806. Tenez bien, donc ça veut dire presque 900 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'empereur va être battu par Napoléon, et à ce moment-là, il va changer son titre d'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique. Je dis bien l'Empire romain, jusqu'en 1806, hein, jusqu'il y a 200 ans, en celui de empereur héréditaire d'Autriche. À ce moment-là, la visée universaliste disparaît officiellement dans le titre de l'empereur. Alors, en ce qui concerne l'Empire au début du XIVe siècle, là aussi, cette notion a pris, comment dirais-je, a pris beaucoup d'eau, si vous voulez. Cette notion n'a plus beaucoup de sens. Parce qu'entre 1250, donc au XIIIe siècle, et 1278, donc pendant 28 ans, l'Empire n'a plus de titulaire, il n'y a plus d'empereur. C'est ce qu'on appelle le grand interrègne. Il n'y a plus d'empereur. Et les empereurs qui vont succéder à ce grand interrègne ne sont pas des empereurs très importants. Ce sont des empereurs plutôt secondaires par rapport aux grands empereurs qui les avaient précédés dans la première moitié du XIIIe siècle, avec Frédéric Barberousse, par exemple, fin XIIe siècle, début XIIIe siècle, et surtout Frédéric II. Donc ils n'ont plus du tout la stature de ces empereurs-là. L'un de ces empereurs, au début du XIVe siècle, première moitié du XIVe siècle, s'appelle Louis IV. Il va être, comment dirais-je, excommunié par le pape. Bon, on va même le voir guerroyer, il va perdre son trône carrément. Il y a aussi des intellectuels qui s'opposent à cette prétention de l'empereur à exercer un pouvoir universel sur tous les royaumes d'Occident. Alors, je cherche... Alors oui, il y a des intellectuels qui s'y opposent. Je n'en ai pas noté ici parce que s'ils étaient
pas très important, mais en revanche, il y a quand même en 1312 encore quelqu'un comme le grand Dante Alighieri, Dante, le grand poète italien, qui soutient encore, c'est un des derniers à soutenir les prétentions universelles de l'empereur. Mais c'est un des derniers. À ce moment-là, il y a des tas de gens qui s'opposent à cette prétention-là. Par exemple, évidemment, en France. En France, il y a des gens qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça hein? Le roi de France, il est roi archéni. » On va le voir dans un instant. Hein, il est même empereur en son royaume. C'est l'expression qu'on utilisait en France. Le roi de France est empereur en son royaume. Je vais revenir là-dessus. Hein. Alors, l'Empire, en fait, n'existe plus. Il existe en théorie, parce que je vous ai dit que jusqu'au début du XIXe siècle, la titulature de l'empereur subsiste, même cette entité politique existe toujours, même s'il ne s'agit plus que d'une confédération d'États qui sont tous indépendants, près de 400 à ce moment-là, pour tout vous dire. Hein. Et concrètement, l'Empire va se réduire à l'Allemagne, où naît une sorte d'identité allemande, même s'il faudra attendre 1871 hein, pour que l'Allemagne existe en tant que pays unifié. Il faudra attendre au lendemain de la défaite de Napoléon III, hein, il faudra attendre le mois de février 1871 pour que l'Empire d'Allemagne soit proclamé. Et tiendra, comme vous le savez, jusqu'en 1918. Et il renaîtra sous une forme très particulière, hein, vous la connaissez, sous la forme du Troisième Reich, c'est-à-dire du Troisième Empire, en 1933, et il tiendra, il disparaîtra sous les cendres en 1945. Hein, c'est l'époque du nazisme, c'est l'époque d'Hitler, le Troisième Reich, c'est-à-dire le Troisième Empire. On va poursuivre maintenant avec mon propos, c'est-à-dire la naissance des États modernes. Et comme je l'annonçais il y a quelques minutes, on va commencer par la théorie politique, ou la philosophie politique, si vous voulez. Et je prendrai surtout le cas de la France, qui est assez illustratif, assez exemplatif de mon propos. Il y a quelques minutes, je vous expliquais que le roi de France, à partir du XIVe siècle, se considère comme empereur en son royaume. Alors, que doit-on entendre par la notion d'empereur ? Alors, il faut faire un petit peu d'étymologie. Et je vais écrire ceci au tableau. C'est que le mot empereur vient en fait d'un mot latin qui est imperare, qui veut dire commander. Imperare. C'est-à-dire avoir dans son pouvoir. Donc, imperare est lié au substantif imperium, qui veut dire le pouvoir. Donc, quand le roi de France dit qu'il est empereur en son royaume, il ne veut pas dire par là qu'il a le titre d'empereur, il veut dire par là qu'il a le pouvoir souverain dans son royaume. C'est lui qui décide. C'est indépendant du titre d'empereur. Si vous voulez. Il est empereur, c'est-à-dire qu'il décide dans son royaume. Alors, à cela s'ajoute également la mise en place de toute une propagande royale, ou proche au pouvoir en tout cas, qui met en avant les qualités remarquables du roi, qui sont celles de la bonté, qui sont celles de la générosité, de la charité, de la capacité à gouverner. Et vous vous souviendrez peut-être qu'au XIIIe siècle, le personnage qui rassemblait toutes ces qualités déjà,
c'était Saint Louis. C'est pas pour rien qu'on en a fait un saint. Il rendait la justice sous son chêne, à Vincennes. C'était un homme qui avait beaucoup de qualités humaines. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Et donc, il devient le modèle du souverain parfait. Il y a une notion supplémentaire qu'il faut mettre en évidence. C'est celle que le roi n'est un petit peu comme le pharaon en Égypte, que le dépositaire pendant sa vie du pouvoir qu'il exerce. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'il meurt, la personne physique du roi disparaît. En revanche, la personne politique qu'il incarne est toujours là. Et vous avez déjà certainement vu des films concernant Louis XIII, Louis XIV, etc., où quand le roi meurt, on dit « le roi est mort, vive le roi ». Autrement dit, quand on dit « vive le roi », c'est pas seulement « vive son successeur », c'est qu'au fond, il n'est jamais mort. Et quand on dit qu'il n'est jamais mort, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'idée de royauté n'est jamais morte. Il n'y a eu qu'un passage de témoin entre un personnage et son successeur. Ça va? C'est la théorie des deux corps du roi. Le corps physique et le corps mystique du roi, qui a été développé dans un ouvrage que je vous montrerai tout à l'heure, dans un ouvrage de Kantarovitch. Enfin, le fait pour une communauté d'avoir des tas de gens qui vivent à des tas d'endroits différents sur un territoire, d'avoir une même personne qui les dirige, eh bien, ça va renforcer les liens à l'intérieur même de la communauté. C'est ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs, anticipant le livre du milieu du XVIe siècle d'Étienne de la Boétie, la servitude volontaire. Le fait pour des tas de gens de dépendre de la même personne, eh bien, va être à l'origine, ou en tout cas une des origines, de la notion de nation, justement. Ça remonte, je dirais presque, ça relève de la psychanalyse et de la psychologie collective. Le fait que des tas de gens soient dépendants et doivent obéir à la même personne, ça les unit, paradoxalement. C'est peut-être pas aussi paradoxal que cela, d'ailleurs. Toutefois, la notion de frontière, au sens où nous l'entendons maintenant, n'est pas aussi stricte. Il faut savoir qu'à cette époque-là, au Moyen-Âge, et même jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, je dirais jusqu'à la Révolution française, les États n'ont pas encore les frontières que nous leur connaissons, dans la mesure où il y a de nombreuses enclaves dans des territoires étrangers qui sont pourtant soumis à l'autorité du roi. Il existe encore une petite enclave de ce type pour la Belgique qui se trouve au nord de la Belgique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est Bar-le-Duc. Non? Eh bien, c'est une enclave de la Belgique qui se trouve aux Pays-Bas. C'est assez particulier. Donc, c'est-à-dire que pour aller là, vous devez quitter la Belgique et vous arrivez dans une commune qui est toujours belge dans le territoire des Pays-Bas. Un peu spécial. Là, vous devez vous dire que ce type de situation était très fréquent. C'était même, je dirais, la règle au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. Il y avait des tas de territoires qui étaient disséminés, et c'est la politique des rois qui a fait que progressivement, il y a eu des frontières, je dirais, linéaires, fixes, qui se sont établies. Je vous dis, il faut pratiquement attendre la Révolution française. Je dirais que même que tous les rois de France, c'est progressivement qu'ils ont essayé d'établir ce fameux pré-carré, avec une forme géométrique, et qui ne soit plus fait qui ne ressemble plus à un ouvrier, comme c'était le cas jusqu'alors. Je parle du roi de France, mais c'était valable pour des tas d'autres États en construction, des États modernes en construction. Alors,
maintenant, on va voir comment ces États modernes, ici j'avais pris le cas particulier de la France, mais je vais élargir mon propos vers d'autres États d'Europe occidentale, à savoir l'Angleterre, à savoir l'Empire, donc l'Allemagne en gros, et également l'Espagne, peut-être un petit peu l'Italie. Mais j'avoue que ce sera surtout le cas de la France et d'Angleterre auquel je vais m'attacher pour ne pas me disséminer dans des tas d'exemples multiples, parce qu'ils sont d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, assez illustratifs. On va voir comment maintenant ces États s'organisent. Alors, la première chose à noter, donc là c'est un petit 2, donc ici ça va être un petit a. Comment ça s'organise au niveau du gouvernement central? Donc, notez tout d'abord gouvernement central. Alors, au niveau du gouvernement central, il y a une distinction qui s'opère depuis le XIIIe siècle entre, d'une part, ce qui relève de la maison du roi, et vous savez qu'en Belgique, il y a toujours une maison du roi, qui reçoit des dotations annuelles qui sont révisées chaque année, qui sont plutôt à la baisse pour l'instant, surtout pour les membres de la famille royale, vous savez peut-être. Et la maison royale, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est l'hôtel du roi. L'hôtel du roi, c'est l'ensemble des, je dirais, des intendants, des domestiques qui travaillent directement pour le roi. Non pas en tant qu'homme politique, mais en tant que domestique, même s'il y a des grands domestiques parmi eux. Des grands chambellans, il peut y avoir toute une série de personnages qui ont des rôles, le grand maréchal, chez nous en Belgique, on parle du grand maréchal de la cour, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, on parle de la maison militaire du roi. Ce sont en fait des gens qui sont au service immédiat du roi. Ils ne sont pas au service de l'État, ils sont au service du monarque. Et alors à côté de l'hôtel particulier du roi, vous avez, alors là, un organe qui a une fonction très clairement publique et qui est au cœur de l'État qui est en train de naître à ce moment-là et qui remonte à l'époque féodale, c'est le conseil. En latin, on dit concilium, le conseil. Vous remarquez que dans beaucoup de pays, prenez le cas d'Italie, parce que là c'est tout à fait clair, le Premier ministre ne s'appelle pas le Premier ministre en Italie, on dit le président du Conseil. Vous avez déjà remarqué ça. Quand on était en France sous la 4e République, la 3e et la 4e République, on ne disait pas le Premier ministre, à Lyon, il était président du Conseil. Il y avait le président de la République, et à côté du président, ou en dessous du président de la République, il y avait le président du Conseil. Voilà. Chez nous, on dit Premier ministre comme en France. Il y a des pays où il n'y a pas de Premier ministre, comme aux États-Unis, par exemple. Donc, ce n'est pas un modèle universel. Enfin, en gros, on peut dire que les États modernes fonctionnent de la même manière, même s'il peut y avoir des différences institutionnelles qui paraissent sensibles, mais qui finalement, par rapport à leurs origines, ne le sont pas tellement. Alors, le Conseil, il a à sa tête, ou plutôt il comprend, parce qu'à sa tête c'est le roi quand même, mais le personnage le plus important après le roi, c'est le chancelier du Conseil. Alors, c'est quoi un chancelier? Vous remarquez que c'est le titre que possède le Premier ministre en Allemagne et en Autriche. Il y a chancelière, bien d'accord. Alors, le chancelier, il a comme fonction, à l'origine, de s'occuper de la rédaction et des expéditions des écrits qui émanent du Conseil. Donc, je répète, de la rédaction des expéditions. La rédaction, vous savez ce que c'est? On décide quelque chose au Conseil, parce qu'au Conseil, il n'y a pas seulement le roi et le chancelier, il y a un certain nombre de personnages dont je vais vous parler tout de suite. On décide certaines choses, et à l'issue du Conseil, on dit, on prend telle et telle décision, on rédige des actes, des documents officiels, qui ont valeur pour tout le royaume, pour certaines décisions qui peuvent être plus particulières à l'une ou l'autre région, ou à l'une ou l'autre
Et alors l'expédition, vous savez ce que c'est l'envoi. Pour que l'envoi soit authentifié, il faut qu'il y ait des cachets, ce qu'on appelle des sceaux au Moyen-Âge. Il y a toute une procédure qui va permettre d'authentifier les documents. Parce qu'on ne les écrit pas n'importe comment. Ils ont une forme particulière. Et là, il y a une discipline, une science auxiliaire de l'histoire qui s'appelle la diplomatique, qui étudie la forme des diplômes, c'est-à-dire des actes authentiques, ceux qui émanent du pouvoir. Alors, quels sont ces autres personnages qui siègent au Conseil? Il peut y avoir les princes du sang, c'est-à-dire des membres de la famille du roi, par exemple ses frères. Il peut y avoir des grands feudataires, c'est-à-dire des grands personnages des ducs, des comtes. Il peut y avoir aussi des personnages qui ne sont pas membres de la famille royale et qui peuvent disposer de compétences particulières, qui sont particulièrement compétents pour traiter certaines choses. Tout ça, c'est le roi qui décide qui va siéger au Conseil. Même s'il y a des personnages qui siègent par tradition, il peut y avoir aussi des hauts dignitaires de l'Église. Des évêques, des archevêques, par exemple. Donc, au Conseil, il ne faut pas imaginer que parce que le roi est là, tout va se passer de manière relativement sereine, relativement calme, pas du tout. Il peut y avoir des tensions, puisqu'il y a des intérêts différents qui sont mis en avant par les différents feudataires dont je vous parlais. On est toujours dans une société féodale, même si on en sort progressivement, mais il faudra du temps pour qu'on en sorte complètement de cette société féodale. Il faudra pratiquement attendre en France le milieu du XVIIe siècle et attendre les lendemains de la Fronde et la prise de pouvoir par Louis XIV en 1661. Alors, à côté de ce gouvernement, de ce conseil, il y a toute une série d'institutions qui résultent de délégations du roi. Je dis bien de délégations. Parce qu'au conseil, il n'y a pas de délégation, c'est une réunion de gens puissants, ce sont les ancêtres des ministres, on peut bien dire comme ça, au conseil, c'est ceux qu'on appellera plus tard les ministres. Eh bien, il y a délégation. Le roi ne peut pas tout assumer avant. Il pouvait assumer un certain nombre de fonctions, mais plus la société devient complexe, plus l'État lui-même, la volonté du souverain, est de contrôler tout et partout, plus l'armée joue un rôle fondamental dans les conquêtes de la royauté, et plus, donc, il faut pouvoir gérer tout cela. Tout cela coûte beaucoup d'argent, donc il faut que des revenus soient générés pour payer un certain nombre d'actions du souverain. Il va falloir engager des agents également, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, dans ces cours souveraines, il y a tout d'abord, on va prendre d'abord le cas de la France, si vous voulez bien, ces cours souveraines, il y a en France ce qu'on appelle le Parlement. Faites très attention ici, et ça vous pouvez le souligner en rouge dans vos notes, le Parlement, en France, jusqu'à la Révolution française, jusqu'au XVIIIe siècle, le Parlement, ce n'est pas une assemblée représentative de la population. Cette assemblée-là, on l'appelle les États généraux, ou les États provinciaux. C'est autre chose. Le Parlement, en fait, c'est une cour supérieure de justice qui sert de cour d'appel par rapport aux cours inférieures. Donc ça, vous le soulignez, s'il vous plaît. Le Parlement, c'est une cour d'appel, c'est une cour supérieure de justice. Le Parlement le plus important en France, c'est le Parlement de Paris, dont le ressort, c'est-à-dire dont la dimension du territoire qui relève du Parlement de Paris est très grande. Je n'ai pas en tête précisément à quelle dimension il correspond. Je crois qu'en fait, au XVIIe siècle, ça doit bien correspondre au moins au quart du territoire, si pas au tiers du territoire de l'ensemble de la France. C'est un territoire extrêmement étendu.
Mais à côté du Parlement de Paris, il y a d'autres parlements qui vont naître, des parlements provinciaux, qui ne dépendent pas du Parlement de Paris, mais qui sont des parlements qui coexistent parallèlement au Parlement de Paris et qui jouent le même rôle de cour supérieure de justice. Ces cours de justice sont souveraines d'ailleurs. Ça va ? Le roi peut lui-même rendre la justice en son conseil, c'est ce qu'on appelle la justice retenue, mais vous pensez bien que l'essentiel des causes ne peuvent pas se prendre au palais où réside le roi. Donc l'immense majorité des causes sont jugées dans des cours de niveau inférieur. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure lorsqu'on va étudier l'administration locale. Alors en Angleterre, il y a aussi des cours supérieures, souveraines. Il y a tout d'abord le banc du roi, comme un banc. Hein, à l'origine, la justice se rendait assise. Quand la justice assise, on était assis sur un banc. Donc il y a le banc du roi, qui n'existe qu'à Londres, dans ce cas, le banc du roi. Il y a également une autre cour qui s'appelle la Chambre étoilée, qui s'occupe uniquement des crimes politiques. Et ce sera une exigence majeure dans le premier tiers du XVIIe siècle en Angleterre qui va précipiter la Révolution anglaise à l'époque de Charles Ier. Les parlementaires voudront supprimer cette chambre étoilée, qu'on appelle chambre étoilée tout simplement parce qu'au plafond, il y avait, c'était un plafond bleu, si mes souvenirs sont bons, il y avait des étoiles dorées qui étaient là, c'était une pièce particulière où on jugeait plutôt des grands personnages du royaume, puisqu'il s'agissait des crimes politiques, il ne s'agissait pas des paysans et de monsieur tout le monde, ça va de soi. Et alors, il existait, je la recherche une seconde parce que je n'ai plus en tête pour l'instant. Je vais trouver ça. Il existait encore une cour qui s'appelle, la cour des plaies communs. J'ai un petit trou de mémoire. La cour des plaies communs. Les plaies, alors plaies, P-L-A-I-D-S, qui a donné le mot plaideur, la cour des plaies communs. C'était la troisième des cours souveraines en Angleterre. Alors, je vous ai parlé pour la France et pour l'Angleterre, au niveau central, je dis bien au niveau central, des cours de justice. Maintenant, on va voir quelles sont les cours également souveraines qui existent pour les finances, c'est-à-dire les endroits où on gère les finances. Alors, en Angleterre, il y en a deux. Il y a tout d'abord l'échiquier. Vous avez déjà entendu parler de l'échiquier, certainement. À l'heure actuelle, le ministre de la Justice en Angleterre, plutôt dans le Royaume-Uni, s'appelle le chancelier de l'échiquier. Chancelier n'est pas synonyme de Premier ministre en Angleterre. Chancelier de l'échiquier, c'est donc le ministre de la Justice. Ça va ? Il y a une autre cour qui s'appelle la Cour des comptes. Donc c'est là que l'on va vérifier, je dirais, la gestion des comptes du royaume. En France, il existe des cours similaires. Il y a tout d'abord la Chambre des comptes, il y a la Cour des aides. Alors la Chambre des comptes en France, c'est pour en fait vérifier la gestion des revenus ordinaires. Les revenus ordinaires, c'est-à-dire ceux qui proviennent du domaine royal. Et vous avez aussi donc la Cour des aides. Alors, c'est quoi la Cour des aides? Le mot aide vient
d'une des fonctions du conseil de l'époque féodale, qui était l'auxilium. Je l'ai écrit au tableau. Hein? L'auxilium. Auxilium. L'auxilium. C'était une des deux tâches auxquelles devaient s'atteler les vassaux d'un suzerain lorsqu'ils étaient rassemblés par celui-ci. Ils devaient, d'une part, le concilium, c'est-à-dire le conseil, c'est ce qu'on a étudié tout à l'heure, hein, et devaient, d'autre part, l'auxilium, c'est-à-dire l'aide. Alors, quand on parle de cour des aides, ça veut dire, en fait, la cour qui vérifie, non pas comme à la Chambre des comptes, les revenus ordinaires, les entrées et les sorties, les recettes et les dépenses, mais dans la cour des aides, on vérifiait les rentrées et les sorties des revenus extraordinaires. Et il reste encore une dernière institution, c'est le Trésor. Le Trésor qui, jusqu'en 1295, était géré par les Templiers, c'est un peu je dirais la banque de l'État, la banque de la royauté. Enfin, le Trésor, vous comprenez ce que je veux dire, c'était là qu'étaient thésaurisées les pièces sonnantes et trébuchantes du roi. Et jusqu'en 1295, donc ce sont les Templiers que nous avons étudiés au début de l'année. Vous vous souvenez, quand on étudiait les ordres religieux, et vous savez que ces Templiers ont connu de gros problèmes. Ils ont finalement été condamnés pour tous les maux de la terre, en tout cas pour hérésie, et finalement, certains d'entre eux ont été brûlés, en particulier le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, à l'époque de Philippe IV le Bel. Voilà. Alors maintenant, on va étudier peut-être un peu plus en profondeur maintenant, quels sont les revenus du roi. Alors, les revenus du roi, je ne balance peut-être pas tout le temps, parce que ça me déconcentre. Alors, quels étaient les revenus du roi? Alors, il y avait tout d'abord les revenus ordinaires, dont je viens de vous parler. Les revenus ordinaires, ce sont ceux qui relèvent du domaine royal, c'est-à-dire ce qui appartient directement au roi, ou plus exactement à la couronne, pour être plus précis. Alors, qu'est-ce qui appartient à la couronne? Eh bien, ce sont des terres héréditaires que le roi possède en tant que seigneur, dans lequel il a des propriétés foncières, sur lequel il exerce la justice également, et tout cela en tant que seigneur, où il perçoit à la fois des revenus en tant que propriétaire foncier et des amendes et des taxes en tant que seigneur justicier. Eh bien, ça lui rapporte des revenus constamment, et ces revenus sont donc appartiennent à ce qu'on appelle donc les revenus ordinaires. Alors, à côté de ça, il y a les revenus extraordinaires. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, je les ai évoqués, mais je ne les ai pas encore définis. Qu'est-ce que c'est que les revenus extraordinaires? Les revenus extraordinaires, ce sont ceux qui ne relèvent pas du domaine royal. On y trouve les impôts directs et indirects que le roi perçoit, pas seulement dans son domaine, mais également hors de son domaine, là où s'exerce sa suzeraineté sur des vassaux. Alors, comme impôt direct, qu'est-ce qu'il y a? Alors, comme impôt direct, il y a ce que l'on appelle les fouages, qui très rapidement vont être remplacés, fouage ici au singulier, par la taille. Le mot fouage lui-même vient du mot feu. Alors quand on dit un feu, c'est synonyme d'un foyer. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on parle toujours de foyers fiscaux d'ailleurs. Hein? Ça va? Et donc ça veut dire que chaque famille est assujettie à un impôt royal qui s'appelle le fouage.
mais qui va bientôt se transformer assez rapidement au XIVe siècle dans ce qu'on appelle la taille. Mais ici, il s'agit de la taille royale. Il ne s'agit pas de la taille seigneuriale dont j'ai pu vous parler lorsque nous avons étudié les campagnes au Moyen-Âge. Vous vous souvenez que le seigneur percevait un certain nombre d'impôts, dont la taille. Là, il s'agissait de la taille seigneuriale. Ici, il s'agit de la taille royale. Alors, cette taille royale est un impôt direct que tous les foyers doivent verser, doivent payer. Alors, à côté de ces impôts-là, il y a également les décimes. Alors, les décimes, c'est un impôt qui porte sur les biens du clergé et qui correspond au 10e de leur revenu annuel. Ne pas confondre les décimes avec la dîme, bien que les deux mots aient la même étymologie. Si vous prenez le cas de décime ou le cas de dîme, eh bien ces deux mots viennent du même mot latin qui est decima. Decima, qui veut dire la 10e partie. Ça va? La 10e partie. Donc, le même mot latin a donné lieu à deux mots français, mais qui ont une signification différente. La dîme est payée par les paysans au curé de leur paroisse, tandis que les décimes sont payés par le clergé lui-même, non pas par les paysans, par le clergé lui-même au roi, à l'administration royale. Ne confondez pas les deux. Hein. Ça va? Et alors, il reste encore un dernier impôt que je vais retrouver parce que je perds un petit peu la mémoire. Oui, tout simplement, ce sont les emprunts forcés. Alors, les emprunts forcés, ça veut dire que le roi peut forcer, par exemple, les villes à payer une certaine somme qui est censée être remboursée un jour. Elles le seront de moins en moins par la suite, ces impôts forcés, ces emprunts forcés vont devenir de véritables impôts. Donc on ne vous demande pas votre avis. On vous dit, voilà, j'ai besoin, moi, le roi, de telle somme, et vous me prêtez. Je ne vous demande pas votre avis, vous devez me prêter de l'argent. Ce sont donc des emprunts forcés. Ça va? Alors vous vous rendez bien compte que quand on va avancer dans le temps, de plus en plus, la négociation, et on est dans des sociétés en Belgique qui évoquent constamment le consensus, hein, le fameux consensus à la Belge. Alors à cette époque-là, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière, mais il y a quand même un rapport de force qui va s'établir entre d'une part le roi et ceux qui sont censés payer les impôts. Je vais le voir dans quelques minutes, mais je souhaiterais d'abord voir quelque chose d'autre avant. On va voir maintenant ce qui se passe au niveau de l'administration locale. L'administration locale. Donc on descend d'un échelon. Ici, je vous ai parlé d'une part de l'hôtel du roi, je vous ai parlé de son conseil, je vous ai parlé des cours souveraines, je vous ai expliqué comment les choses se passaient au niveau de la justice, au niveau central, et je vous ai expliqué également comment au niveau central, ça se passait également pour la perception et surtout le contrôle des recettes et des dépenses. Maintenant, je passe à l'échelon en dessous, c'est l'administration locale. Qu'est-ce qui se passe dans les provinces et au niveau tout à fait inférieur, au niveau des villages, etc. Plus précisément au niveau des comtés. Hein, c'est l'équivalent des provinces, si vous voulez. Ça va? Alors, il faut savoir que, tout d'abord, cette administration, il faut la construire. Au début, il n'y avait que quelques agents qui travaillaient pour le roi. Progressivement, une véritable administration, mais qui n'a rien à voir avec les administrations pléthoriques et bureaucratiques de l'époque contemporaine, de notre époque,
Il y a donc des agents qui vont être désignés ou nommés par le roi pour exercer des fonctions qui lui permettent l'exercice de la justice d'une part et d'autre part la perception des impôts. On va commencer par voir ce qui se passe en Angleterre. Mais avant ça, il faut quand même noter que le nombre de ces agents va augmenter au XIVe ou XVe siècle. Il va d'ailleurs faire qu'augmenter au fil des siècles. Quand on pense à l'administration maintenant, on pense à quelque chose de tout à fait kafkaïen. On doit passer d'un bureau à l'autre et à la limite, on doit prendre congé pendant un jour pour enfin arriver au bureau où vous voulez déposer sa plainte parce qu'on vous renvoie de bureau en bureau et vous devez passer je ne sais pas combien de coups de téléphone pour avoir enfin la personne ad hoc qui va répondre à votre préoccupation. À cette époque-là, on n'est évidemment pas à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup moins d'agents royaux, mais quand même ils deviennent de plus en plus nombreux. Et ce qui est intéressant, et je vous renvoie au chapitre que j'ai vu avec vous il y a un mois sur les universités, ils sont de plus en plus compétents parce qu'ils ont une formation professionnelle. Ils passent par les universités de plus en plus, en particulier pour les juristes. Évidemment, on n'a pas besoin de médecins dans l'administration, on n'a pas besoin de théologiens, on a besoin de juristes par contre. Je vous rappelle l'importance des légistes, comme Philippe de Nogaret ou Enguerrand Marigny, autour de Philippe le Bel. Ça a un rôle très important. Donc, on fait appel de plus en plus à des gens qui sont des professionnels, qui connaissent bien leur métier. Et alors maintenant, pour arriver au cas d'Angleterre, il y a un personnage qui est très important. C'était une institution qui remontait au XIIe siècle, voire à la fin du XIe siècle, après la conquête anglo-normande. Vous savez, quand après 1066, Guillaume le conquérant va envahir l'Angleterre à partir de la Normandie, il va installer toute une organisation, même toute une pyramide féodale qu'il va construire quasiment sur place, en partageant les terres entre ses subordonnés, si vous voulez, entre ses vassaux. Eh bien, là aussi, le pouvoir anglo-normand va mettre en place une administration, et ceux qui seront chargés de gouverner les comtés, c'est-à-dire les provinces, ce sont des gens que l'on appelle les shérifs. Vous connaissez bien sûr cette expression, puisqu'elle a été transposée en Amérique, aux États-Unis. On parle aussi encore de shérifs. Alors, les shérifs, ce sont en fait, à l'origine, les représentants du pouvoir central. Mais pour tous les domaines. Non seulement pour la justice, pour les finances et sur le plan militaire. Donc, vous notez bien ça. À l'origine, donc les shérifs ont une fonction à la fois de juge, une fonction fiscale et une fonction militaire. Le mot shérif lui-même vient, je vais l'écrire au tableau, de deux mots anglais qui veut dire le bailli. Le bailli, en France le bailli c'est l'équivalent, c'est celui qui a la même fonction. C'est le bailli du comté, donc shérif. Vient donc de deux mots en anglais qui sont donc reeve qui veut dire le bailli et alors shire qui veut dire le comté. C'est un mot que vous retrouvez souvent, par exemple Yorkshire, Lancashire, etc. C'est un mot qu'on retrouve souvent là-bas. Et donc ce sont les baillis du comté, les shérifs. Et leur pouvoir va être limité à partir du XIVe siècle à certaines fonctions. Alors ça c'est typique de l'évolution des États modernes, c'est qu'il y a une spécialisation de plus en plus poussée. Ça c'est d'une part la fameuse division du travail qui remonte à l'époque du néolithique, dont j'ai pu vous parler en première, mais il y a aussi la notion de contrôle qui est de plus en plus renforcée. Parce que quand on nomme des fonctionnaires, quand on les désigne, on veut être sûr qu'eux-mêmes ne soient pas soumis à la corruption, qu'eux-mêmes n'en profitent pas pour se remplir les poches à partir de la gestion du comté qui leur est attribuée. On veut être sûr et donc on les fait contrôler par d'autres. Ça vous rappelle peut-être
quoique cette année-ci, j'étais très rapide, je crois, sur l'époque carolingienne, je ne sais même pas si j'ai traité en tant que tel, sur l'époque carolingienne, où vous aviez les fameux missi dominici, c'est-à-dire des inspecteurs qui sont envoyés par l'empereur, par le roi des Francs, auprès des comtes, qui sont les gouverneurs de province, parce qu'on n'était pas sûr, les comtes avaient beau être des fonctionnaires du royaume franc, eh bien, vu les distances, et donc l'autonomie et pratiquement l'indépendance, même si officiellement ils étaient dépendants du roi, bien entendu, eh bien, ils pouvaient un petit peu gérer leurs affaires comme ils voulaient, et donc, les Carolingiens envoyaient vers ces comtes des inspecteurs généraux qu'on appelle des missi dominici, c'est-à-dire les envoyés du maître. Eh bien, là aussi, le shérif, on va lui retirer un certain nombre de prérogatives. Et quelles sont les prérogatives qu'on va progressivement lui tirer? Des prérogatives en matière de justice, ainsi des juges de paix sont désignés, donc des juges de paix. À côté des juges de paix, vous avez également des enquêteurs, ce qu'on appellerait des juges d'instruction, je dirais. Alors, on les appelle les coroners. On les écrit toujours au singulier, coroner. Ce sont les juges d'instruction, les enquêteurs. Et puis, vous avez également des personnes qui sont désignées par le roi pour gérer les biens de la couronne. Alors là, c'est un terme plus difficile à écrire, ce sont les Ischerdor. Ça va? Ce sont les gestionnaires des biens de la couronne. E-S-C-H-E-A-T-O-R. En France, l'équivalent du shérif s'appelle le bailli. Donc, il est à la tête d'un bailliage. Cette institution du bailliage existe avant le XIVe siècle, ça remonte au XIIe siècle. Dans le sud de la France, les baillis portent un autre nom, qui est celui de sénéchaux. C'est la même chose. Un bailli dans le nord et un sénéchal dans le sud, c'est la même chose. Alors les baillis, on va leur retirer un certain nombre de compétences, là aussi en matière de justice et de finance. En effet, dans les bailliages, vous aurez des lieutenants de justice qui vont flanquer donc le bailli, et d'autre part des receveurs de finances. Alors, tout un système pyramidal va se mettre en place, qui tiendra encore à l'époque de Louis XIV, vous savez, qui tiendra pendant tout l'Ancien Régime, donc plusieurs siècles plus tard. En dessous du roi, ou plus exactement en dessous des cours souveraines de finances que j'ai pu citer tout à l'heure, vous vous souvenez? Je vous ai parlé de toute une série de cours là. Vous vous souvenez, Chambre des comptes, Cour des aides, etc. Eh bien, en dessous de ces cours, vous avez une division du royaume en circonscriptions fiscales, donc indépendantes des comtés. Circonscriptions fiscales que l'on appelle des généralités. Et l'administration d'une généralité est aux mains d'un receveur général. Donc c'est celui qui perçoit les impôts, ou plutôt qui les concentre, puisque les impôts viennent de plus bas. En dessous du receveur général qui est à la tête d'une généralité, vous avez des élections. Rien à voir avec ce qu'on entend par élection politique à notre époque où on va voter.
Donc une élection, c'est un territoire sur lequel un fonctionnaire du royaume est chargé de la perception des impôts. Et donc, de la même manière qu'à la tête d'une généralité, vous avez un receveur général, à la tête d'une élection, vous avez un élu. Or, c'est une personne qui n'est pas élue du tout, hein, je vais vous le dire, elle est désignée. Ça va ? Elle est désignée par le roi, par le gouvernement central, elle est bien désignée, on l'appelle donc l'élu. Alors, en dessous de l'élection, vous avez la paroisse. Alors là, celui qui est chargé de répartir les impôts au sein de la paroisse, c'est le curé lui-même. Et en dessous de la paroisse, eh bien, vous avez l'unité fiscale élémentaire, l'atome, si je puis dire, de tout ce système, c'est le fameux feu, le foyer. Donc, si l'on remonte dans l'autre sens, vous avez les foyers, les paroisses, les élections, les généralités, et au-dessus des généralités, c'est le royaume lui-même. Ça va ? Donc, ce sont des subdivisions fiscales. Donc, tout vient de la base, des différents feux. Donc, celui qui se trouve, comment dirais-je, à la tête de l'administration fiscale, lui-même, il répartit. Le roi veut une certaine somme d'argent, et tout cela est réparti dans cette cascade, si je puis dire, de responsabilités qui part donc des généralités et qui arrive au feu. Ça va ? Donc le roi ne fixe pas l'impôt à l'avance, il fixe la somme dont il a besoin, et la répartition se fait à chaque étage de cette pyramide que je viens d'évoquer. Ça va? Est-ce que c'est clair? Bon. Alors on poursuit. Maintenant, je vous ai parlé du gouvernement central, je vous ai parlé de l'administration locale, tant en Angleterre avec le shérif dont les pouvoirs sont progressivement limités. Je vous ai parlé également des bailliages où le bailli, effectivement, voit ses pouvoirs limités aussi sur le plan judiciaire et sur le plan fiscal. La création de nouvelles fonctions, de nouvelles compétences, on voit se mettre en place vraiment l'État moderne au sens où nous l'entendons. Tout part du pouvoir du gouvernement central, et alors, à partir de là, il y a toute une cascade, je dirais, de personnages qui ont des fonctions précises et qui annoncent ces fonctionnaires inférieurs et supérieurs que nous connaissons à l'heure actuelle. Ça va? Alors, face à cette organisation des États, maintenant, on va voir trois. Les freins, parce qu'il ne faut pas croire que parce que l'on a cet organigramme, tout a fonctionné comme sur des roulettes. Bien entendu pas. Alors, quels sont les différents freins? Ça va, vous voyez bien? Je vous ai d'abord parlé donc de la théorie politique. Ensuite, on a abordé l'organisation de ces États modernes en étudiant le gouvernement central et puis les administrations locales. Puis maintenant, on va voir quels sont les freins. C'est-à-dire ce qui empêche, ou plutôt qui freine le pouvoir central de pouvoir exercer son pouvoir comme il entendrait, c'est-à-dire de mettre en place cette fameuse monarchie absolue dont on parle tant pour l'époque moderne. Et monarchie absolue dont le terme, la notion est certainement surestimée. Parce que même à l'époque de Louis XIV, la notion de monarchie absolue est exagérée. On peut parler plutôt de monarchie administrative, comme un certain nombre d'historiens le font en France, comme par exemple Pierre Loubert. Parce que même à l'époque de Louis XIV, il y a des freins. Même à cette époque-là, il y a des freins. Le roi ne fait pas tout ce qu'il veut, même s'il a supprimé toute une série d'institutions qui le dérangent.
Je pense en particulier aux États généraux, au Parlement. Enfin, les États généraux, ça change déjà à l'époque de Louis XIII. Malgré tout, il y a des choses que le roi, contre lesquelles le roi ne peut pas faire grand-chose. Alors, quelles sont ces fins? Petit a, il y a tout d'abord les assemblées représentatives. Alors, ces assemblées représentatives sont à l'origine d'un système qui est celui que nous appelons le régime parlementaire. Alors, ces assemblées représentatives, elles ne sont pas démocratiques. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Ce sont en fait des assemblées qui regroupent, je dirais, ceux qui comptent dans le royaume. On appelle parfois les forces vives. Alors ceux qui comptent, ce n'est pas les petits paysans, ils n'ont strictement rien à dire. Ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas les petits artisans, ce n'est pas les petits marchands, etc. Ceux qui comptent, c'est qui? Eh bien, c'est évidemment la noblesse, c'est le clergé, et plutôt le haut clergé que le bas clergé, et alors ce sont les villes. Alors, quand on dit les villes, ce n'est pas tous les habitants qui habitent dans la ville, ce n'est pas tous les citadins. Ce sont évidemment les grands corps de métier, ceux qui ont pignon sur rue, bien entendu, ce sont les notables, les grands notables. Eh bien, ces gens-là, le roi les consulte. Parce que vous savez que le meilleur moyen d'avoir des gens avec soi, c'est d'essayer de le frotter un petit peu la manche. Il a besoin d'eux parce que c'est là qu'il va chercher l'argent, tout simplement. Donc on n'est quand même pas dans une tyrannie, c'est quand même pas une dictature. Et donc on a intérêt à se concilier, les gens. Alors, ces assemblées représentatives naissent où ça? Eh bien, elles naissent en fait en Espagne, en Aragon. À la fin... non, excusez-moi. 1215... Oui, c'est en Aragon, tout à fait. En Aragon, donc en Espagne. Vous savez qu'à cette époque-là, l'Espagne ne forme pas encore un royaume unitaire. Il y a plusieurs royaumes, il y a l'Aragon, il y a la Castille, il y a le Léon, il y a la Catalogne, etc., qui sont des royaumes ou des entités indépendantes. Le royaume de Valence aussi, par exemple. Alors, en Aragon se met en place ce que l'on appelle les Cortes, C-O-R-T-E-S, que l'on peut traduire tout simplement par les cours, C-O-U-R-S, les cours. Ce sont les cours. Les Cortes, c'est le nom que l'on donne toujours au Parlement, à la Chambre des députés en Espagne. On dit toujours les Cortes, pour la Chambre des députés. Alors, ce modèle va se répandre d'abord en Angleterre, dans les années 1270, sous la forme d'un parlement, parce qu'en Angleterre, le mot parlement n'a pas la même signification qu'en France à la même époque. Et par la suite non plus d'ailleurs. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que le mot parlement signifie la même chose en France et en Angleterre. Ça va? Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, en France, le Parlement c'est une cour supérieure de justice, c'est ce que nous appelons une cour d'appel. Tandis qu'en Angleterre, le Parlement, c'est bien le Parlement au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire une assemblée représentative de la population, plus ou moins démocratique. Alors, ensuite, vient le cas de la France, où là on ne parle pas de Parlement, on parle d'États généraux. Il existe aussi des États provinciaux, qui sont à un niveau inférieur, donc les États généraux. Et en fait, enfin, en dernier lieu, il y a dans l'Empire un Parlement qui se met en place, bien que ce soit des États qui soient indépendants les uns des autres, finalement. Un Parlement qui s'appelle la Diète. D-I E, accent grave, T-E. Ça va? La Diète.
Alors, le mot diet vient d'un mot latin qui est dies. Alors, le mot dies veut dire jour. Hein, si vous connaissez l'espagnol ou le portugais, dias, dies, hein, ça veut dire le jour. Hein? Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre diet? Mais parce qu'en fait, ça se réunissait en jour à l'origine. Alors, réfléchissez un petit peu à la manière dont on parle, comment on dit le mot parlement à l'heure actuelle en allemand. On dit le Bundestag. Ça vous dit rien? Oui, le Bundestag. Alors, le Bundestag, c'est la Chambre des députés, le Bundesrat, c'est le Sénat. Rat, ça veut dire le Conseil de l'Union, si vous voulez. Hein? Et regardez, je ne sais pas si vous avez fait un petit peu d'allemand, mais Tag, ça veut dire le jour. Donc, en fait, Bundestag et Diet sont vraiment des synonymes. Ça va? Sauf que ça veut dire là, la diète fédérale, parce que Bund, ça veut dire fédéral. C'est un État fédéral. Tac. Ça va? Si vous dites bonjour en allemand, vous dites Guten Tag. C'est bonjour. Et en néerlandais, Goeiedag. Oui, mais Goeiedag, c'est la même chose, quoi. C'est facile à retenir. Bon. Alors, vous avez bien retenu que ces assemblées représentatives sont en Espagne les Cortes, en Angleterre, le Parlement, en France, les États généraux, et enfin, dans l'Empire, la Diète. C'est les 4 assemblées que je vous demande de retenir. Ça va? Alors, quel est leur rôle? Eh bien, c'est justement, lorsque le roi a besoin d'argent, ou l'empereur a besoin d'argent, dans son pays, dans leurs pays respectifs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils demandent à leurs assemblées de leur donner une certaine somme. Alors pourquoi? Les besoins croissent à partir du XIVe et du XVe siècle maintenant. Il y a tout d'abord le fait que les guerres sont de plus en plus nombreuses. Je vais vous le montrer ici sur la ligne du temps que j'ai fait à votre intention. Vous avez de 1337 jusqu'en 1453, pendant toute cette période-ci, qui est au centre de la période que j'ai étudiée avec vous, c'est la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Donc les besoins du roi d'Angleterre, d'une part, et du roi de France sont énormes. C'est l'époque, le XIVe ou le XVe siècle, où l'armée change de nature. Jusqu'au XIVe siècle, on était dans une armée féodale. Ça va? Donc c'était le roi qui appelait ses vassaux à venir, comment dirais-je, près de lui, s'unir à lui pour combattre l'ennemi. À partir du XIVe et du XVe siècle, on va faire appel de plus en plus à des soldats. Et vous connaissez peut-être l'étymologie du mot soldat, ça vient du mot solde. On reçoit une solde. Donc ça veut dire que, contrairement à ce qui se passait avant, on ne combattait plus gratuitement en tant que vassal, on va engager des gens qui vont être payés pour se battre. Des mercenaires, des soldats. On reçoit une solde. Ça va? Mercenaire, ça vient encore d'un autre mot qui vient d'un mot latin qui veut dire recevoir une récompense, un don. Ça va? Bon. Alors, la deuxième cause de la nécessité d'augmenter les revenus, et ça paraît paradoxal parce que c'est un petit peu le serpent qui se mange la queue, c'est les besoins de l'administration. C'est qu'il y a de plus en plus d'agents administratifs qu'il faut les payer. Alors ça paraît évidemment paradoxal, mais vous savez que l'administration coûte beaucoup d'argent en Belgique, enfin dans les États modernes, en France et partout. Ceux qui récoltent l'argent coûtent de l'argent eux-mêmes. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça. La justice, qui peut, entre autres, imposer des gens par le biais d'amendes, etc., coûte aussi cher. Et donc, il faut payer ces gens-là. Ça va? Donc, vous retenez surtout l'armée, parce qu'il y a des guerres. Donc, les guerres ont joué un rôle essentiel dans la naissance de l'État moderne. Vous notez ça. Les guerres, je dirais, c'est sans doute la cause majeure.
Et on le verra même pendant toute l'époque moderne, hein, que ce soit à l'époque de Louis XIV en France, que ce soit à l'époque où l'Espagne est au sommet de sa grandeur, hein, c'est-à-dire pendant l'âge d'or, le siècle d'or entre 1550 et 1650, donc en gros de Philippe II à Philippe IV, eh bien l'Espagne va avoir besoin d'énormément d'argent pour faire la guerre, justement pour tenir son rang en Europe, pour garder sa prépondérance, son hégémonie en Europe. Et c'est tout cela qui va conduire à une centralisation de plus en plus poussée dans le royaume de France et dans le royaume d'Espagne. Donc la guerre, rôle essentiel. Hein, et vous savez qu'on dit toujours que l'argent est le nerf de la guerre. Hein. Bon, alors évidemment, les gens, les assemblées, les membres de ces assemblées à qui on demande l'argent, ils ne trouvent pas toujours ça très drôle, et donc ils négocient souvent. Ils disent, ok, on va vous donner de l'argent, mais en échange, vous allez nous laisser la paix pendant tant de temps, ou nous vous demandons telle ou telle concession. Donc, il y a l'amorce d'une négociation qui est liée à un rapport de force. Donc, quand vous avez un souverain puissant, ben là, les assemblées sont souvent tenues de très rapidement exécuter les ordres du souverain. Quand le souverain est faible, les choses ne se passent pas de la même manière. Je vous rappellerai aussi que pendant la guerre de 100 Ans, il y a eu deux souverains qui ont été très faibles, hein, enfin, qui ont été faibles à certains moments. C'est d'une part Charles VI en France et d'autre part Henri VI en Angleterre. Ils étaient fous, hein, tous les deux. Donc ils avaient des périodes de lucidité, des périodes de folie. Ce fait que ces deux rois-là ont gouverné pendant plus de 40 ans. Voilà. Alors, maintenant je reviens à mon propos antérieur. Donc tout ça se négocie, donc c'est pas toujours évident. Et, mais enfin, la plupart du temps, ils s'exécutent quand même. Ils essayent même de s'abonner, c'est-à-dire d'éviter que les impôts deviennent plus importants une autre fois. Et donc, l'avantage d'un abonnement, c'est que ce sera la même somme la fois suivante, on leur demandera de l'argent. Ça peut être plus intéressant, évidemment, hein, d'avoir un forfait, je dirais, pour les impôts, plutôt que de dépendre de la bonne volonté ou du désir du roi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire essentiellement pour les assemblées. Alors, à côté des assemblées, petit b, vous avez les particularismes. Nous sommes à une époque où, et je me demande si c'est pas à vous que je disais ça hier, dans une autre classe, je ne sais plus, nous sommes à une époque où, que ce soit la France ou l'Angleterre, ne forment pas un tout. Il y a encore beaucoup de particularisme, de régionalisme. Les gens ne parlent pas la même langue d'une région à l'autre du royaume. Le français n'est pas encore la langue officielle. Dans l'administration, il faudra attendre 1539, l'édit de Villers-Cotterêts. Mais dans les faits, il faudra attendre la Révolution française. Hein. Et je dirais même plus, il faudra attendre, c'est à vous que je disais ça hier, non? C'est dans un autre groupe alors. Hein, il faudra attendre 1881, hein, le moment, où est-ce que c'était? Non, effectivement, c'était en troisième. Il faudra attendre 1881, les lois de Jules Ferry, pour que l'école primaire devienne obligatoire, gratuite, laïque. Et donc, il faudra attendre très tardivement. Vous savez qu'en Belgique, il a fallu attendre 1914. Donc, on fête seulement cette année-ci, on commémore le 100e anniversaire du moment où l'école primaire est devenue obligatoire. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 ou 5 générations, il y avait encore beaucoup de gens en Belgique qui n'allaient pas à l'école primaire et qui se trouvaient, ça je vous l'ai dit certainement, encore dans la préhistoire, au sens étymologique du terme, puisqu'ils savaient ni lire ni écrire. Certains savaient peut-être lire, mais pas écrire en tout cas. Quant à compter, compter toute la vie jusqu'à 20, je ne sais pas, mais au-delà, c'est un autre problème. Ceci dit, l'école n'a pas été, comment dirais-je, inventée dans un but humaniste, simplement parce qu'on est dans la société industrielle, la société change, et on a besoin à ce moment-là qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient capables de lire, d'écrire et de compter, parce qu'on est dans une société où va se développer un secteur commercial, donc le secteur tertiaire. Donc il ne faut pas croire que l'invention de l'école primaire obligatoire réponde à vraiment un désir de faire progresser l'humanité. Ça, c'est ce qu'on a dit dans les discours. Mais dans le fond, c'est qu'on avait besoin d'une main-d'œuvre qui soit capable de lire, de compter, etc.
c'est un peu sinistre, un peu cynique, mais j'essaye un petit peu d'éventrer des ballons baudruche ici. Voilà. Alors, petit c, vous avez les villes. Alors, les villes, je vous ai dit, elles se sont de temps en temps opposées. Il y aura encore, même au XVIe siècle, à l'époque de Charles Quint, que ce soit en Espagne, que ce soit en Flandre, des villes qui vont s'opposer. Pensez à la pacification de Gand, 1541. Pensez également au Communeros, comment dirais-je, au premier tiers du XVIe siècle avec Charles Quint, donc Charles Ier en Espagne, c'est le même. Là aussi, il y aura des soulèvements populaires, parce que les villes refusent de payer des impôts, etc. Et donc, vous avez des soulèvements populaires qui vont tous être matés. C'est seulement en Italie que, grâce, je dirais, à l'absence de pouvoir monarchique, que des villes vont pouvoir se constituer progressivement en État indépendant. Vous vous souvenez, on étudie ensemble le cas de Venise, mais enfin, c'est le cas de toute une série de seigneuries qui vont devenir indépendantes et souveraines, et vont constituer autour de la ville leur contado, je l'écris ici au tableau, c'est-à-dire leur arrière-pays, qui lui est chargé, je dirais, de nourrir la ville et surtout de payer des impôts. Non? Alors, à côté des villes, il y a cette idée, il y a les princes, parce que les princes, eux aussi, sont dans un mouvement qui conduit à la création d'États régionaux. Pensez au duc de Bourgogne, je ne prendrai que ceux-là, bien entendu, qui constituent des principautés qui sont pratiquement des royaumes, pratiquement indépendants. Donc là, les principautés posent problème et sont donc un frein à la centralisation. Il faudra en fait attendre l'époque de Louis XI et surtout, je dirais, le début du XVIe siècle pour que la France connaisse, je dirais, en gros, la forme qu'elle aura par la suite. Même s'il y aura évidemment Nice, la Savoie, etc. L'Alsace et Lorraine, peut-être, qui s'ajouteront. Alors, évidemment, où les royaumes, ou les entités territoriales, où les princes ne seront pas des faits, au contraire, vont continuer à s'agrandir, vont constituer de véritables États, des principautés, des duchés, des comtés tout à fait indépendants, c'est l'Empire. Je vous ai expliqué que au XVIe siècle, au XVIIe siècle, il y a 300 États indépendants en fait dans l'Empire. Au lendemain de la paix de Westphalie, qui clôt la guerre de 30 ans, en 1648, il y aura 400 États indépendants. Donc il faudra attendre Napoléon, la Confédération du Rhin et puis la Confédération germanique pour que ce nombre d'États soit réduit à une trentaine. Et enfin, je regarde si je n'ai rien oublié, les assemblées représentatives, particularisme, ville, prince, je crois que j'ai encore oublié quelque chose. Oui, bien sûr, c'est l'administration elle-même. Donc l'administration créée par ces nouveaux États pose problème. Pourquoi? Alors, pas par sa nature même, mais tout simplement parce que les agents, je vous ai dit, ils sont plus nombreux au XIVe siècle, au XIIe, au XIIIe, ça c'est sûr, mais ils sont encore beaucoup trop peu nombreux par rapport à l'immensité des territoires qu'il s'agit d'administrer. N'oubliez pas aussi que les prises de décision sont lentes, donc entre un moment où un problème se pose et le moment où l'exécution se fait, eh bien les délais sont très longs. Et enfin, dernier élément, notez-le surtout, c'est qu'à cette époque-là, les voies de communication ne sont pas les nôtres. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous devez circuler sur les routes par voie d'eau, vous ne pouvez pas aller aussi vite qu'à l'heure actuelle. Il n'y a évidemment pas l'Internet, le téléphone, le téléx, tout ce que vous voulez. Donc à cette époque-là, les décisions qui sont prises, avant qu'elles soient exécutées, il faut beaucoup de temps. Voilà. Conclusion maintenant. 3.
Conclusion. Conclusion. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans mon introduction. Toutefois, il est difficile de faire un cours d'histoire sans se projeter dans ce qui est l'avenir de cette époque-là et qui est notre présent. On peut s'interroger effectivement sur la place du pouvoir. Est-ce que le pouvoir qui, quand il se met en place et qui part d'intentions d'individus en chair et en os, ce pouvoir, lorsqu'il cherche à remplir ou à faire exécuter un certain nombre de missions au profit de la classe dominante, voire d'une seule famille, s'il s'agit d'une famille royale, est-ce qu'à un moment donné, ce pouvoir ne prend pas d'une certaine manière son autonomie et finalement dépasse les individus au point que le pouvoir devient une menace à part entière parce qu'il est anonyme? Quand je dis cela, je pense à tous les métastases, je m'excuse de l'expression, de ce cancer que peut être la bureaucratie. Pensez un petit peu à ce que je vous disais pour le Moyen-Âge, de ces personnages qui doivent contrôler des gens qui en contrôlent encore d'autres. Pensez un petit peu à toute la paperasse que l'on peut avoir dans les administrations, parce qu'il faut bien vérifier que les agents font bien leur travail, donc on engage les gens, etc. Ça devient quelque chose d'assez kafkaïen. Et puis, à un moment donné, pensez à tous les moyens de surveillance et de contrôle qui existent dans nos sociétés. Évidemment, on vous explique toujours, et c'est peut-être pas tout à fait faux, qu'on a besoin de caméras de surveillance, effectivement, pour vous protéger. Mais en même temps, c'est un moyen de vous surveiller, comme vous savez. Et c'est peut-être d'abord un moyen de vous surveiller, avant d'être un moyen de vérifier s'il n'y a pas des gens dans la rue qui risquent de vous prendre votre sac, etc. Donc, vous voyez, à un moment donné, on peut s'interroger sur les bienfaits de l'État et voir si ces bienfaits ne sont pas finalement inférieurs nettement par rapport à tout ce qu'il peut avoir de négatif. On est surveillé constamment dans notre société. Vous savez qu'avec tous les moyens maintenant liés à l'Internet et tout, avec les multiples cartes que vous pouvez posséder, avec vos téléphones portables, avec vos ordinateurs, etc., on peut faire une fiche de vous qui est plus complète que ce que vous croyez savoir vous-même de vous-même. Vous allez au magasin, vous achetez des tas de produits, vous allez à la pharmacie, etc. Si toutes ces données sont rassemblées, théoriquement, je sais qu'il y a des commissions concernant la protection de la vie privée, etc., mais quand toutes ces données sont rassemblées, on sait exactement quelles sont vos maladies, on peut savoir exactement ce que vous mangez, on peut savoir tout sur votre mode de vie, on peut savoir à qui vous téléphonez, on peut savoir avec qui vous communiquez avec vos amis sur Facebook et tous ces machins-là. On peut établir un tableau, une fiche de vous, dont vous-même, vous n'avez même pas conscience. Donc vous-même pourriez consulter votre fiche à la sûreté ou ailleurs, en disant « Ah ben c'est vrai », et puis finalement vous avez quelque chose qui ne correspond pas peut-être au fond de votre âme, bien entendu, mais un portrait qui est quand même assez inquiétant. Donc, je voudrais conclure en vous expliquant que donc les États modernes qui apparaissent pour beaucoup comme un progrès par rapport à la, entre parenthèses, anarchie féodale, ce qui n'est pas vrai parce que la féodalité n'était pas anarchique. Il y a des ouvrages, entre autres, qui ont été écrits par, entre autres, Dominique Barthélemy là-dessus, sur l'ordre seigneurial, 11e ou 12e siècle, et bien qu'on peut peut-être s'interroger un petit peu. Je crois que je ne suis pas le premier à m'interroger, il y en a beaucoup d'autres qui sont interrogés sur ce phénomène à part moi. Et je vous montre, comme d'habitude, quelques livres. Alors, il va falloir tourner la caméra, voilà. Alors, un ouvrage général sur la période considérée, sous la direction de Jean Favier aux presses universitaires de France dans la collection Peuple et Civilisation, 14e et 15e siècle, crise et genèse. C'est un gros bouquin, comme vous voyez, puisqu'il fait, près de 1000 pages. Alors, de Bernard Guéné, qui était mon maître à la Sorbonne, l'Occident au XIVe et XVe siècle, les États. Donc là, c'est exactement le sujet dont j'ai traité aujourd'hui. Ça va? Dans la collection Nouvelle Clio. Donc, je dirais c'est la Bible pour traiter de ce sujet-là, et je m'en suis évidemment abondamment servi.
Alors, du même auteur, Entre l'Église et l'État, 4 vies de prélat français à la fin du Moyen-Âge, aux éditions Gallimard, qui concerne en fait des hauts fonctionnaires, des hauts commis de l'État, qui étaient en même temps des ecclésiastiques, mais les deux étaient fortement liés. Hein. Je vous rappelle qu'au XVIIe siècle, Richelieu, Mazarin étaient premiers ministres et étaient en même temps cardinaux. Hein, voilà. Alors, de Janine Quillet, Les clés du pouvoir au Moyen-Âge, dans la collection Histoire chez Flammarion. De Françoise Autran, Pouvoir et société en France, 14e, 15e siècle, dans les dossiers Clio. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'image du roi. Je vous conseille de lire Le sang royal de la famille capétienne et l'État France, 10e, 14e siècle, d'Andrew Lewis, chez Gallimard. Alors, l'ouvrage de Kantarowicz, hein, concernant les deux corps du roi, se trouve rassemblé dans ses œuvres en quarto Gallimard. Alors, La France médiévale, institutions et société, Jean-François Le Marinier, Armand Collin. Alors ça, c'est aussi un ouvrage de base pour mon propos d'aujourd'hui. La France au Moyen-Âge du 5e au 15e siècle de Claude Gauvard aux presses universitaires de France. De Jean Favier, Le temps des principautés, qui couvre la période qui va du 11e au début du 16e siècle. Jean Favier était successivement directeur général des Archives de France, professeur à la Sorbonne et administrateur général de la Bibliothèque nationale de Paris. Alors, de Petit du Tailly, alors là c'est pour la période qui précède, mais qui est nécessaire évidemment pour comprendre mon propos d'aujourd'hui, la monarchie féodale en France et en Angleterre, 10e, 13e siècle, en Albin Michel. Alors, hommage à Jean Favier, spécialiste donc de l'État du bas Moyen-Âge, finance, pouvoir et mémoire en Fayard. Ce sont toutes des contributions ou des articles différents. Alors, c'est un moyen, voilà. Alors, de Francis Rapp, Le Saint-Empire romain germanique d'Othon le Grand à Charles Quint, à la collection Point. d'Adeline Rucois, L'Espagne médiévale, en Guy Bellettre, c'est chez Gallimard, je crois. Non, c'est la collection. Bellettre, c'est le nom de la maison d'édition. Alors, quelques biographies. Philippe le Bel de Jean Favier, en Fayard. Charles V de Joseph Calmette. Alors, Louis XI de Paul Murray Kendall, en Fayard. Alors, Richard III, qui est le dernier roi de la famille d'York, dont on a parlé récemment parce qu'on a trouvé son squelette. Il va d'ailleurs être enterré dans le mois qui vient dans une cathédrale en Angleterre, je crois que c'est la cathédrale de Leicester. Richard III de Paul Murray Kendall, c'est celui qui clôt la guerre des Deux Roses. Alors, un meurtre, une société, l'assassinat du duc d'Orléans au 23 novembre 1407, fondamental aussi pour la période qu'on étudie ici. Les grands ducs de Bourgogne, chez Albin Michel de Joseph Calmette. Alors, de celui qui fut mon professeur à l'université, de John Bartier et Charles le Téméraire, donc duc de Bourgogne, chez Dessart. Alors, Philippe le Bon de Paul Bonenfant, collection Notre Passé. Alors, La guerre de 100 ans de Jean Favier. Voilà, gros bouquin, près de 700 pages. La guerre de 100 ans par le duc de Lévis-Mirepoix, aux éditions Albin Michel. Ça, c'est un recueil de documents, principalement. Il y a une grande présentation au début sur la guerre de 100 ans, mais c'est des documents. Alors, Michel Mola, La guerre de 100 ans vue par ceux qui l'ont vécu. Azincourt, donc 1415, la fameuse bataille de la guerre de 100 ans, où la chevalerie française était défaite par les archers anglais, donc présenté par Philippe Contamine, collection Julliard. Alors, de Paul Murray Kendall, L'Angleterre au temps de la guerre des Deux Roses, c'est chez les éditions Complexes. De Michel Mola et Philippe Wolff, Les révolutions populaires en Europe 14e, 15e siècle, et je vous ai dit l'importance qu'elles ont pu avoir, elles ont été matées. Hein. La ville au Moyen-Âge de Jacques Hers, en pluriel. Et alors, je vous montre très très rapidement les quelques dates que j'ai mises sur ma ligne du temps. Hein, comme ça, il faudrait quand même les retenir. Donc, ça j'en ai parlé. Alors, les rois importants à retenir pour l'Angleterre, c'est Édouard III, 14e siècle, il règne pendant 50 ans. Et alors, tout à la fin de la période, c'est Henri VII, Tudor, qui clôt véritablement la guerre des Deux Roses.
Alors, comme roi de France important, Charles V et Charles VII. C'est celui qui a été mis sur son trône, si je veux dire, par Jeanne d'Arc. Alors, comme duc de Bourgogne, il y a Philippe le Bon, qui règne de 1419 à 1467. Alors, j'ai mis, oui, j'avais oublié Charles VII, il y avait évidemment Louis XI. Alors, du côté espagnol, 1470-79, c'est le moment où Ferdinand V d'Aragon et Isabelle Ier de Castille montent sur le trône. Je vérifie s'il n'y a rien d'autre. Oui, 1356, dans l'Empire, c'est la date où Charles IV, l'empereur, promulgue la bulle d'or, cette bulle d'or qui va déterminer dorénavant l'élection d'empereur par 7 grands électeurs, 3 religieux et 4 laïcs. Et je crois avoir tout dit, oui, voilà, le reste c'est pas très important. Mais en tout cas, j'aimerais bien que vous notiez en tout cas cette ligne du temps, parce que ce sont des dates évidemment tout à fait élémentaires. Oui, j'ai oublié de vous parler de Maximilien Ier, qui est le grand-père de Charles Quint, qui clôt, je dirais, le Moyen-Âge dans l'Empire. Voilà, j'ai dit.